Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, comment analyser son discours de prise de fonction? Quelle analyse faut-il faire de la passe d'armes entre l'actuel président du CSE et son prédécesseur Aminata Touré? Immigration irrégulière, pourquoi le discours religieux ne décourage pas les candidats au voyage? Pourquoi l'État reste impuissant face au phénomène? Pour répondre à toutes ces questions, Pape Bestiba reçoit dans Remue Ménage ce dimanche Mamadou Thior, journaliste, analyste politique, et Biram Walta Kondiaye, diplômé des hautes études politiques à Paris, titulaire d'un diplôme supérieur en journalisme à l'Université de Montréal au Canada. Remue Ménage, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Merci à Abdou Thiam qui assure la mise en onde de cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Remue Ménage reçoit ce dimanche notre confrère Mamadou Thior, journaliste, analyste politique, diplômé aussi de l'Institut mondial de la presse basé aux États-Unis. Bonjour Mamadou. Bonjour Pabès. Et avec nous aussi Biram Walta Kondiaye, diplômé des hautes études politiques à Paris, titulaire d'un diplôme supérieur en journalisme à l'Université de Montréal au Canada, auteur du livre L'Afrique saturée de sens, les illusions immobilisent le continent noir. Point de vue, donc c'est à L'Harmattan. Bonjour Biram. Bonjour Pabès, bonjour Mamadou Thior, bonjour aux auditeurs. Alors Mamadou, c'est encore l'immigration irrégulière. La nouveauté, c'est l'implication des religieux, mais apparemment leur discours ne semble pas décourager les candidats au voyage. Comment vous l'expliquez ? Merci Pabès, après avoir salué M. Ndiaye, mon co-débatteur, et vos auditeurs. Il faut dire que quand même, à la faveur de la pandémie du coronavirus, le phénomène donc s'est accentué parce que c'est un phénomène que nous vivons depuis, moi je me rappelle, jeune reporter, quand on rapatriait les Sénégalais du Maroc qui venaient rallier l'Espagne dans les années 2005-2006 à l'aéroport international de Dakar Yoff, c'était beaucoup de désolation. Ouais. À l'époque, il y a eu beaucoup qui ont émigré comme ça. Entre-temps, il y a eu un peu ce qu'on appelle le Frontex qui a fait un travail pour essayer d'endiguer le phénomène, mais après, à la faveur de cette pandémie-là, par rapport au discours qui vient toujours de l'extérieur, et un discours sur lequel nous devons faire beaucoup attention parce que souvent, c'est mirage de l'Europe, de l'Occident de manière générale, parce que c'est pas que l'Europe, l'Occident de manière générale, que bon, c'est là-bas où on peut réussir. Donc, ce qui fait qu'il est très difficile de faire entendre raison à tous ces jeunes qu'on peut qualifier de désœuvrés pour certains, et qui ne voient que l'ailleurs pour réussir. Donc, ce qui fait que même l'implication des chefs religieux, pour l'instant, ne change rien à la donne. Ouais. Parce que souvent, quand vous écoutez certains de ces jeunes-là, le discours que vous tiennent, c'est comme s'ils sont morts. Alors, il faut essayer d'impliquer tout le monde, les familles, nous de la presse surtout, parce que ce qui se passe, c'est que, bon, je suis au regret de le dire, mais souvent nous donnons des modèles à ces jeunes-là qui font que coûte que coûte, ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Il faut l'avoir rapidement, alors que bon, il y a de ces gens-là, quand ils vous disent par où ils sont passés pour arriver à là où ils sont, c'est pas du jour au lendemain. Donc je pense que en termes de conscientisation, il y a beaucoup d'efforts à faire et peut-être que nous allons y revenir un peu plus tard. Justement, Biram, comment faire approprier par les jeunes le discours religieux? Bonjour à nouveau, mais le discours religieux, je pense que comme tous les autres discours, parce que depuis que le drame a pris quand même des ampleurs significatives, il y a comme un débat sur l'origine, sur l'expliquer. Les gens essaient d'expliquer, de situer les responsabilités. Mais je pense que ça n'opère pas. Actuellement, ça ne sert à rien, à mon avis, n'est-ce pas, de trouver les origines, de l'expliquer par des raisons familiales, une mentalité. Moi, je pense qu'il revient à l'État, et seulement à l'État, n'est-ce pas, d'opérer, n'est-ce pas, en prenant des mesures concrètes, c'est-à-dire qui agissent sur le court terme. C'est par exemple... En quoi faisant
en sensibilisant d'abord, en mettant en œuvre des mécanismes qui permettent aux jeunes, n'est-ce pas, qui facilitent l'insertion des jeunes à l'emploi. C'est aussi un autre mécanisme que de procéder à des contrôles plus vigoureux, n'est-ce pas? Et je pense que c'est avec ces mécanismes-là qu'il faut agir pour éventuellement mettre au moins, ne serait-ce qu'à court terme, mettre frein à cette tendance qui vient quand même d'un désœuvrement, comme l'a dit M. Thior, qui vient également d'un manque de perspective. Maintenant, on peut toujours essayer de trouver les raisons sociologiques, mais ça va opérer, ça va prendre une génération, par exemple, pour modifier, renverser la tendance, n'est-ce pas, de ces habitudes, de cet état d'esprit-là. C'est un travail qui est important, mais c'est un travail qui n'opère pas à court terme. Mais est-ce que l'État seul doit faire le travail? Parce qu'il faut faire la part des choses. Quelle est la responsabilité des parents aussi? C'est ça. Mais la responsabilité des parents, elle est là. Ça relève de la mentalité. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour agir, il faut agir sur les comportements. Quand on essaie d'agir sur les mentalités, ces mentalités-là sont hors de portée. À court terme, c'est hors de portée. Ça prend une génération, 2 générations pour vraiment changer les mentalités. Donc, miser sur les parents, n'est-ce pas, c'est différer un peu le problème. Mais concrètement, actuellement, pour vraiment renverser la tendance, c'est à l'État, il revient à l'État d'agir et d'agir vite. Maintenant, rien n'empêche à ce que l'État aussi impulse une dynamique vis-à-vis des parents pour que le discours change, le discours des parents change, que l'organisation au niveau de la sphère familiale, n'est-ce pas, soit remodelée au point d'alléger en tout cas le fardeau social qui s'abat sur les jeunes. Mais ça, c'est à long terme. Mais à court terme, il revient à l'État et à l'État seul, n'est-ce pas, d'opérer les changements, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un frein, actuellement un frein à cette tendance-là, à ce drame national-là. Mamadou, on connaît l'importance ou la place qu'occupent les religieux dans notre société, mais on a noté pas mal de critiques formulées contre la sortie de certains religieux. Comment comprendre cette tentative de décrédibilisation du discours religieux par rapport à ce phénomène? Bon, peut-être relativiser un peu parce que en fait, si le discours religieux est décalé par rapport à la réalité que les populations vivent... Mais si c'est décalé? Oui, par rapport à la réalité que les concernés vivent, ça peut poser problème. Je m'explique. Vous savez, par exemple, le jeune qui se réveille le matin, qui n'a pas de perspective, je ne dis pas que l'État est entièrement responsable sur ce côté-là, mais qui n'a pas de perspective et qui n'arrive pas à assurer ne serait-ce que son petit-déj. Bon, de l'autre côté, c'est vrai, le marabout, c'est notre référence. Lui, il n'a pas ce souci-là. Donc, vous savez, pour que le religieux puisse mettre dans la tête de ces jeunes-là, bon, il faut savoir raison garder, c'est très difficile. Donc, de ce côté-là, quand vous les regardez, ce que peut-être nous, les talibés, nous amenons en termes de hadia et tout ça, c'est des choses, par exemple, sur lesquelles ils peuvent jouer, les religieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un effort. Je sais que ce que M. Ndiaye disait, l'État est le premier responsable. Mais au-delà de ce que vous disiez, c'est l'effort de la communauté. Oui, je pense que, par exemple, vous allez tout bas, c'est la mystique du travail. Absolument. Il y a beaucoup d'argent que les gens rassemblent et qui peut servir, peut-être, je peux même dire, à peut-être trouver un début de solution. Par exemple, à beaucoup de jeunes qui sont dans cette partie du pays et certainement qui sont tentés par l'émigration clandestine et que toute cette manne financière qui peut dormir à servir à peut-être, je ne dirais pas rien du tout, mais qui aurait mieux servi peut-être à mieux aider ces jeunes-là, à peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que quand vous écoutez, par exemple, souvent ce qu'on offre aux jeunes, on dit oui, l'agriculture est un secteur vers lequel on peut orienter tous les jeunes, mais pas baisse. Prenons le cas de la pêche.
la pêche au Sénégal, ça a été jusqu'à, si je ne m'abuse, le premier secteur de l'entrée de devises. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on a fait de notre pêche? Cette pêche-là, moi j'ai la chance par mes origines, je suis un fils de pêcheur, je suis Nyominka. Quand j'étais écolier, j'allais à Joal, mais pendant les vacances, j'allais à la pêche pour me faire un peu d'argent à la rentrée. Mais aujourd'hui, faites le long des côtes sénégalaises, mais c'est la dèche. Moi j'ai eu la chance, je suis allé une fois à Kamsar en Guinée, des gens qui venaient de Saint-Louis. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Nous avons suivi le poisson. Il n'y a plus de poisson tout le long des côtes sénégalaises. Nous sommes obligés d'aller jusqu'en Guinée et même au-delà. Et pendant ce temps-là, regardez nos voisins mauritaniens. Comment ils ont fait pour que leurs côtes restent poissonneuses? Il y a un problème de ce côté-là et il y a des efforts. J'ai entendu le ministre le samedi, Journée mondiale de la pêche, dire que oui, il ne faut pas l'accabler. C'est pas qu'on l'accable en tant que ministre, mais un peu c'est les errements qu'on a notés de ses prédécesseurs jusque-là, toutes ces licences de pêche. Comment le Sénégal les a gérées? Et aujourd'hui, le problème dans lequel nous trouvons, des côtes qui ne sont plus poissonneuses, résultat des courses, les gens qui vivaient de la pêche sont obligés d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas que des pêcheurs qui embarquent, mais la plupart sont des pêcheurs parce que faites un tour au niveau de nos plages. Les gens, pendant une semaine, vont aller et ne peuvent même pas assurer la dépense quotidienne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas rester là à mourir de faim. Donc, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Biram, encore une fois, est-ce que ce n'est pas une erreur que de vouloir réduire le phénomène à ce que l'État a fait ou n'a pas fait? C'est une erreur. Je ne dis pas qu'il faut... je ne parle pas de la responsable de l'État, mais je parle de la charge, du devoir de l'État d'agir. Il y a une nuance. Vous savez, le discours, c'est bien beau, mais faudrait-il que les jeunes soient réceptifs à ce discours-là? Pour moi, à mon avis, ils ne le sont plus. Ils sont tellement accablés, c'est eux qui sont accablés. Accablés au niveau familial, accablés au niveau communautaire. Ils sont plus réceptifs à un discours. Il faut des moyens d'action. Il faut les encadrer. La manne financière dont parle M. Thior, oui, ça existe. Il y a des ressources à travers peut-être certains organismes de l'État. Mais est-ce que les jeunes sont assez préparés pour pouvoir se déployer vers ces créneaux-là? Ils ne le sont pas. L'État peut, à la place, par exemple, de mettre sur pied des institutions, on a connu le programme d'urgence en 2017, lors du dernier conseil, l'État a, dans le communiqué une nouvelle structure. Voilà, il y a une nouvelle structure. On a fait état d'une nouvelle structure. À quoi bon? Moi, je pense qu'il faut aller plus concrètement, agir vraiment de manière chirurgicale. En quoi faisant? En formant les jeunes, en les préparant, si on veut les orienter vers l'initiative privée, pourquoi pas faire des formations, mais des formations ciblées et des formations, de courtes formations qui leur permettent, n'est-ce pas, de préparer des projets de manière aussi basique, préparer des projets, de les mettre en œuvre, d'être informés sur les ressources disponibles et de les préparer à ce qu'ils puissent quand même procéder aux démarches administratives. Les jeunes n'ont pas ces outils-là. Alors, il peut y avoir des ressources à travers les organismes, à travers, par exemple, les structures religieuses. Mais si les jeunes ne sont pas formés, si les jeunes n'ont pas d'outils pour s'orienter vers ça, mais c'est vain. Ça ne sert à rien. Moi, c'est comme ça que Mais je ne parle pas de la responsabilité de l'État. Ça, c'est autre chose. Ça, les gens peuvent situer les responsabilités. Mais même à ça, je pense que ça ne perd pas. Il faut quand même taire ces divergences-là. Ce débat-là est utile, mais mettons l'accent, mettons le focus sur les voies et moyens par lesquels on peut passer pour arrêter ce drame-là. Le discours n'apparaît pas quand le jeune ne voit aucun horizon pointé devant lui. Il n'est pas réceptif à un discours. Quand il voit, j'ai entendu des témoignages extraordinaires. Il y a un jeune qui disait qu'il préfère aller braver la mer que de voir sa mère, sa propre mère, n'est-ce pas, dormir sans avoir mangé. Voyez, mais quelqu'un qui est à ce point-là, le discours ne perd pas. Que ça vienne d'un leader religieux, que ça vienne d'une autorité étatique, ça ne perd pas. Il faut lui donner les moyens, il faut, n'est-ce pas, le mettre dans des conditions de réalisation sociale. Il est dans un état de mort cérébrale, hein, des gens comme ça. Mais par rapport à ce que dit M. Ndiaye, on peut revoir aussi nos curricula. Regardez combien de
on a même cité parmi les gens qui tentent un peu l'immigration clandestine, des titulaires de master, avec qui ont fait l'université et qui n'ont pas de perspective. Je pense qu'aussi il y a lieu de revoir ce que nous enseignons de questionner aussi les mécanismes mis en place, parce qu'on a suivi l'administrateur vers l'entrepreneuriat. Oui, mais justement, l'administrateur de la DER, on l'a suivi quelque part, donner l'exemple d'un jeune qui a bénéficié d'un financement de plus de 3 millions. Alors, il a préféré vendre son matériel parce que c'est un pêcheur pour tenter l'immigration. Est-ce que ce jeune-là est assez préparé pour faire de l'entrepreneuriat? Oui, c'est ce que disait Ndiaye, parce qu'aussi il faut former, vous financer les gens. Et il y a eu beaucoup d'initiatives. Sous Watt, je me rappelle FNPJ, il y avait Office Band, beaucoup, l'Agence nationale qui est devenue ANPEJ, là. ANPJ. Oui, l'ANPJ. Donc, toutes ces structures, il y avait des initiatives. Et moi, je me rappelle du temps du Fonds national de promotion de la jeunesse, FNPJ. Dans le collège, j'ai visité des jeunes qui ont été financés et qui ont eu un bon début. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est advenu après, parce que souvent, chez nous, c'est le problème du suivi. Les gens ne font pas assez le suivi. Quand vous financez les gens, en amont, il faut d'abord bien les préparer à savoir comment gérer cet argent-là. Parce que si vous faites des financements au premier venu, attendez-vous à un retour de bâton. Donc, c'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres. Et là, vous allez vous retrouver avec encore d'autres désœuvrés sur les mains, alors que vous avez fait l'effort quand même de les financer. Je pense que c'est là où je parlais un peu des curricula. On peut inciter les gens, quand quelqu'un a le BFM, mais celui-là, même s'il quitte l'école, il peut être utile à la société. Donc, c'est des mécanismes à mettre en place. Je ne parle pas du baccalauréat. Combien de gens sont des bacheliers et qui sont en train de compter les poteaux électriques dans nos différents quartiers. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a des efforts à faire pour revoir de fond en comble ce qu'on enseigne dans nos... Parce que ça aussi, ça peut aider. Certes, les écoles coraniques qui absorbent aussi pas mal de monde. Donc, au plan éducatif, il y a peut-être des changements à opérer en termes d'enseignement pour faire en sorte que les gens n'arrivent pas jusqu'au master en se demandant en quoi ils peuvent être utiles au Sénégal. Biram, il y a aussi un chiffre qui interpelle toute la communauté, toute la nation. 480 morts de jeunes, de candidats qui auraient péri en mer. Mais jusque-là, on n'a pas entendu l'État par rapport à ces chiffres avancés. Un des ministres du gouvernement a parlé de l'impossibilité pour l'État de donner un chiffre exact. Que dites-vous par rapport à cette situation? Oui, ça c'est d'abord un problème global, parce que dans nos pays africains, on a généralement un problème de statistiques sociales. C'est-à-dire, on n'a pas les structures, les mécanismes nous permettant d'établir des chiffres, n'est-ce pas, qui sont quand même utiles pour même l'élaboration de politiques, l'élaboration de programmes. Ça, c'est d'abord un problème qui est à tous les niveaux. Il y a des efforts qui sont faits, mais jusque-là, le problème persiste. Maintenant, pour le cas spécifique, 480 morts, on ne peut qu'être effaré devant l'ampleur, n'est-ce pas, et le pire, c'est que ça ne décourage pas. Malgré l'ampleur de ce drame-là, ça ne décourage pas les jeunes, n'est-ce pas, pour vous dire à quel point le malaise social est là et puis persistant, et que le discours ne sert jusque-là pas à grand-chose. Mais je voudrais juste revenir pour préciser une chose. Le discours, c'est important. Mais même là aussi, c'est à l'État, par exemple. Il revient à l'État. En tout cas, il peut en prendre l'initiative, n'est-ce pas, de participer, de procéder à une sensibilisation forte vis-à-vis des parents. Parce qu'on a des problèmes au niveau de notre organisation, n'est-ce pas, sociale, notamment au niveau de la structure familiale. Parce que la pression, quand même, la plus grande pression vient de là. Donc, l'État peut prendre des initiatives afin de rétablir un peu, si on peut l'appeler, les valeurs, certains principes d'organisation familiale qui ont fini par être déperdus, par être travestis, n'est-ce pas, et qui poussent les jeunes à
à ressentir des frustrations tellement fortes qu'il reste aveugle à toute initiative rationnelle. C'est ça. Mais les 480, bon, d'abord, c'est difficile à dire, difficile à confirmer, mais à mon avis, le principal, ce à quoi il nous renvoie, ce chiffre-là, et puis tout le débat autour de la véracité ou non, c'est un problème de statistique sociale qu'on a dans nos pays africains et qui, au Sénégal aussi, n'est-ce pas, est un problème majeur, fondamental. L'actualité, c'est aussi, Mamadou, j'interpelle le fils de pêcheur que vous êtes, cette maladie dite mystérieuse qui affecte les pêcheurs, mais jusque-là, l'origine reste inconnue. Vous pensez que dans un pays normal, on peut rester plus d'une semaine sans connaître les causes d'une maladie qui affecte les citoyens? Bon, c'est vrai que ça a pris tout le monde de court. Hein. En ce moment où le monde est apeuré par la pandémie du Covid-19, on peut comprendre. Mais je pense que de ce côté-là, avec les premiers résultats des analyses sont en train de sortir, et nous devrions être édifiés peut-être d'ici la semaine prochaine pour savoir exactement ce qui se passe. Mais il y a lieu quand même de s'inquiéter. Parce que bon, je vous parlais tout à l'heure un peu de tous ces pêcheurs qui préfèrent aller vers l'Espagne. Donc le peu qui reste, si ce peu-là est affecté par cette maladie bizarre, si nous ne prenons pas peut-être les solutions idoines, on risque de ne plus manger du poisson pour quelques semaines, voire quelques mois. Parce que les gens vont avoir peur d'aller en mer. Parce que là quand vous faites Thiaroye-sur-Mer et autres, le fisc, les gens quand même ont peur. Parce que quand vous regardez un peu ceux qui sont affectés par la maladie, quand même, on nous dit que c'est pas grave. Mais quand vous regardez comme ça sur les images, c'est quand même impressionnant. Plus de 500 déjà pêcheurs affectés. Et ça a affecté un grand monde. Il faut se féliciter quand même qu'en termes de santé, nous avons les ressources humaines de qualité. Et que bon, elle devrait nous dire... Oui, mais on a du mal jusque-là aussi à nous dire quelles sont les causes de cette maladie. Certainement par mesure de prudence, parce que en termes de maladie, je fais le lien avec le Covid. On nous parle de vaccin depuis combien de temps? Donc souvent, il faut prendre le temps de voir un peu c'est quoi le mal, essayer de trouver le remède. Mais comme c'est un truc comme une maladie dermatologique, je pense que les gens ne devaient pas tarder à pouvoir diagnostiquer le mal et peut-être trouver une solution. Biram, est-ce que la situation ne pose pas encore le problème de la place qu'on accorde à la recherche dans nos pays? Absolument, définitivement. C'est un problème, mais c'est vraiment un problème d'orientation, n'est-ce pas, des efforts, certains efforts de l'État aussi vers recherche et développement. Ça, c'est un problème. Mais pour ce problème-là, ça me rappelle le problème des déchets toxiques dont on parlait avant et qui laissait croire que certains États, n'est-ce pas, il acceptait qu'on enfouisse des déchets toxiques moyennant, n'est-ce pas, de l'argent des pays développés. Donc, ça me fait penser à la situation en Côte d'Ivoire, le Probokola, par exemple. Absolument, ça me fait ça. Mais aussi, ça pose un problème de moyens et de contrôle. Parce que, d'après ce que j'ai lu, les résultats provisoires qui viennent de l'Institut Pasteur révèlent que c'est d'origine toxique. En tout cas, c'est reste à confirmer. D'origine toxique. Même la piste des algues aussi semble se dessiner, même s'il y a des écologistes aussi qui l'ont remettre en cause. Oui, c'est ça. Mais en tout état de cause, ça pose un problème, n'est-ce pas, de contrôle, de préservation de nos écosystèmes, surtout en tout état de cause. Donc là aussi, ça renvoie effectivement à un problème d'organisation, de fonctionnement de nos structures de contrôle des mers. Très bien. Nous avançons un peu dans notre débat avec l'autre grosse actualité qui reste dominée par la politique, Mamadou, avec la prise de fonction de Idriss Seck. Vous avez suivi sa prestation, son discours donc de prise de fonction. Comment vous l'analysez? Bon, disons que c'est un discours qui a fait sourire pas mal de monde parce que
Idrissa Seck par rapport à l'institution qu'il est appelé désormais à diriger. Donc on l'a confondu par rapport à des propos qu'il avait tenus sur cette institution-là et on a entendu sa réponse. Je pense que de ce côté-là, il n'a pas beaucoup appris de son mentor Wade. Parce qu'on se rappelle quand on l'a confondu... sauf qu'il nous dit qu'il est nuancé. Oui, mais nuancé ou pas, c'est des propos qu'il a tenus. Je pense qu'il faut assumer, comme l'avait dit Wade. Je l'avais dit, je me suis dédié. C'est ça, il faut en politique, parce que comme on dit en politique, il faut jamais dire jamais. Il a certainement été rattrapé. Mais bon, disons que moi, je m'intéresse plus à la recomposition politique qui est en train de s'opérer. Parce que bon, quand même, 20 ans après notre première alternance, il est grand temps que la démocratie sénégalaise puisse faire un bond qualitatif. Parce que bon, là, les coalitions auxquelles nous assistons, c'est des coalitions électoralistes. Il est bon, comme ça se fait dans beaucoup de démocraties quand même avérées, qu'on puisse arriver à savoir qui est qui, 2 blocs monolithiques ou à la limite 3. Comme ça se fait au Ghana, entre le MPP et le NDC, qui se disputent le pouvoir. Tous les 4 ans ou tous les 8 ans, il y a l'autre qui vient. Au Nigeria, c'est pareil. Ici, le Cap-Vert, on n'en parle pas beaucoup. Le PAICV et le MPD qui est actuellement au pouvoir. Ils se partagent le pouvoir parce que c'est 2 blocs qui arrivent à faire en sorte que bon, le jeu soit sain, transparent et truc. Donc c'est bon, moi, de ce point de vue-là, qu'Idrissa Seck puisse aller retrouver Macky Sall parce qu'ils étaient ensemble en 2012 et ils ont gagné ensemble. Si c'est une recomposition qui va au-delà de 2024, parce que c'est ça qu'il faut saluer. Faire en sorte que, par exemple, Khalifa Sall, de son côté, puisse faire un bloc de la gauche pour faire en sorte que, bon, peut-être de faire face à Macky Sall et à Idrissa Seck et tous les autres qu'on peut qualifier de libéraux. Je pense que c'est une recomposition qu'il faut encourager parce que ça permettra d'avoir une meilleure lisibilité de notre champ démocratique et un peu éviter tous ces marchands d'illusions auxquels nous assistons à l'approche des élections. Mais il semble le dire en filigrane, Biram, puisqu'il parle du train qui s'élance en 2020 vers 2035. Ça renvoie à quoi, selon vous? Ça renvoie à... Bon, à mon avis, quand il parle de 2035, c'est dans une perspective d'alliance, à mon avis, a priori. Mais pour parler, n'est-ce pas, de la sortie d'Idrissa Seck, il y a une contradiction dans la démarche de communication. Parce qu'on ne peut pas avancer comme argument, servir comme argument, n'est-ce pas, quant à son rapprochement avec le régime, une exception, des circonstances exceptionnelles, et revenir dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel, qu'il n'a jamais rien dit. Il y a une contradiction, n'est-ce pas? C'est une erreur de sa part que de prolonger un débat qui, de toute façon, lui porte préjudice. Donc, il aurait, à mon avis, se limiter à un discours officiel qui porte plus sur les missions, sur l'importance de la structure qu'il dirige, au lieu de s'embourber dans ces justificatifs qui ne servent à rien. Alors, quant à la recomposition politique, moi j'ai un problème avec ces mots-là. Recomposition politique au Sénégal, qu'est-ce qui change? C'est les mêmes thématiques on parle des mêmes thématiques actuellement dans le paysage politique. C'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes règles du jeu, notamment la bipolarité, n'est-ce pas, sur l'échiquier politique. Donc j'ai du mal à ce qu'on admette une reconfiguration du seul fait de l'entrée d'Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle. J'ai du mal, parce qu'il n'y a rien qui change à part ça. Mais Biram, forcément, il y a une recomposition aussi qui va se Justement, produire. Mais actuellement, on ne peut pas parler de recomposition. Certainement, elle est en cours. Mais on est au tout début du processus de recomposition. Mais actuellement, il n'y a rien. Je donnais l'exemple suivant. Si, par exemple, dans quelques mois, Idrissa Seck sort de la mouvance présidentielle, alors qu'est-ce qui restera de la recomposition dont on parle? Rien du tout.
recomposition, ça doit laisser entendre au moins un changement, un réaménagement, un réagencement. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc là, actuellement, on assiste quand même, malgré tout, à un jeu, et surtout de la part de la mouvance présidentielle du président de la République. Et moi, le constat que je fais, c'est que, notamment, il est en train de faire le vide autour de lui. Il fait le tour du vide et ce n'est pas pour rien. Et je ne pense pas qu'il le fasse pour lui. Parce que s'il avait les prétentions, par exemple, s'il avait l'ambition, n'est-ce pas, de briguer, comme on dit, un troisième mandat, il n'aurait pas opéré ces changements-là. Moi, la lecture que j'en ai, c'est qu'il est en train de préparer. Et je ne sais pas pourquoi, je le dis comme ça, de manière instinctive. Mais quand je vois, par exemple, l'ascension du nouveau secrétaire général de la présidence, Latif Coulibaly. Non, de la présidence, c'est Omar Sambaba. Omar Sambaba, oui. Ça, moi, je pense ça mérite une attention particulière. Tout ce qui peut. Il est inconnu du bataillon. C'est ce qu'on disait de Tanordien. C'est ce qu'on disait de Tanordien au PS auparavant. Mais il y a des faits notoires quand même. Tout ce qui peut gêner la montée d'un quelconque, je ne me limite pas à Omar Sambaba, mais tout ce qui peut gêner, par exemple, l'émergence d'un leader sont écartés. Et c'est pas vain aussi, c'est pas fortuit de voir, de constater qu'on a écarté, je me rappelle plus son nom, c'est comment il s'appelle encore? Il était à la présidence, il était à couteau tiré même avec Omar Sambaba. Maxime Jean Simon. L'ancien secrétaire général du gouvernement. Voilà, qui a été écarté, qui était à couteau tiré avec Omar Sambaba. Absolument. N'est-ce pas? Et ça doit nous renseigner. Et moi, je pense qu'on n'a pas trop l'œil, on n'a pas trop l'œil sur ces peut-être détails qu'on peut l'appeler, mais c'est révélateur. Mamadou, Idi nous dit en Wolof que sa famille et celle de Macky Sall se sont réunies comme du pain et du lait en Wolof, en Mourokso. Alors, pensez-vous que Idi peut aller jusqu'à soutenir, par exemple, Macky Sall pour un troisième mandat? Je ne pense pas. Je pense que ce que disait Ndiaye tout à l'heure, je pense que quand on voit les actes qu'il est en train de poser, je pense qu'il n'est pas dans la perspective d'un troisième mandat. Oui, mais... il pourrait être son candidat? Ce n'est pas à exclure. Et de ce qu'avait prédit Ouad, qu'ils seront là pour 50 ans, ce qui n'est pas bon pour notre démocratie d'ailleurs. Parce que après 40 ans de socialisme, je pense que dans une démocratie, quand un parti fait 10 ans au pouvoir, c'est suffisant. Il faut mais voir l'échéance 2035, ça renvoie selon vous à quoi? Oui, mais c'est dans la perspective certainement que il dit peut être le poulet en 2024 et puis en 2029, ce qui nous amène pratiquement en 2035. Deux mandats. Voilà, donc il faut voir ça de ce côté-là. Vous savez, ils vont aller de combinaison en combinaison. Mais ce que disait M. Ndiaye tout à l'heure, si c'est des visées électoralistes, vraiment c'est assez réducteur. Il faut que les gens mettent l'intérêt du Sénégal en avant. Je pense que, nous gagnerions à voir, comme je le dis... Ils n'ont pas mis l'intérêt. Non, j'ai dit que nous puissions parvenir à des blocs forts. Je ne dirais pas droite-gauche, comme ça se fait aux États-Unis, les républicains et les démocrates. Et puis souvent, peut-être, il peut y avoir des troubles faits, un troisième bloc qui de temps en temps peut venir perturber, comme présentement ce que Macron fait en France avec En Marche. Ça participe à la vitalité démocratique et ça nous ménagera un peu de tous ces... on a plus de 300 partis politiques au Sénégal qui ne servent à rien du tout, sauf à peut-être faire un peu dans la surenchère pour peut-être bénéficier par-ci d'un poste et par-là d'un poste. Je pense que c'est bien si c'est quelque chose qui est sincère et qui se met dans un truc où ils ne vont pas encore se disloquer à l'approche de 2024.
Parce que on a les élections locales à peut-être court terme, et en moyen terme, on a les législatives. Et tout ça, c'est des réalités. Donc, nous allons voir ce que ça va donner. Mais on a vu que SEC, quand même, en 2012, était dans la coalition Benno Bokk Yakaar, et il a été le premier à quitter. On a vu ce que ça lui a coûté. Les Pape Diouf, Omar Gueye, qui est l'actuel porte-parole du gouvernement, à l'époque était avec lui, mais quand il avait décidé de partir, tous ces gens-là avaient préféré rester avec le président Macky Sall. Donc, de ce côté-là, il sait ce que ça lui a coûté, un peu son jeu de yo-yo politique. Parce qu'Idrissa Seck, il faut, moi je le rappelle toujours, Idrissa Seck aurait pu amener Wade en ballottage en 2007. Mais quand il est allé répondre à cette audience de Wade, à quelques semaines de l'élection présidentielle, il en a payé le prix. Parce que peut-être qu'il est conscient que cette fois-ci, s'il commet la même erreur, ça en est terminé pour sa carrière politique. Parce que, c'est pas un nain politique, mais souvent, il peut y arriver quand on fait dans le jeu de yo-yo politique, qu'on se perd dans ses calculs. Ça, il faut reconnaître quand même avec son nouvel allié. Macky Sall, quand il est parti... Sans doute qu'il a beaucoup appris aussi de ces erreurs-là. C'est possible. C'est possible. Reconnaître, par exemple, avec son nouvel allié, quand il est parti du PDS, en 2008, il ne s'est pas retourné. Et ça lui a porté bonheur. Malheureusement pour Idrissa Seck, lui, il faisait dans le clair-obscur. Et souvent, quand on fait comme ça, vous voyez... 2 fois candidat à l'élection présidentielle. Et heureusement que, en 2020, avec la grande coalition, il est arrivé à 20%, mais en 2012, du moins 3 fois, en 2012, son score n'était pas fameux. Donc je pense que, peut-être en direction de 2024, si tant est que peut-être il est le préféré du président Macky Sall pour certainement le candidat de cette coalition qui se dessine en 2024, qui sait ce qui va se passer, mais d'ici là, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Biram, qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce qu'il gagne, lui, Idrissa Seck, en allant rejoindre Macky Sall? C'est les deux en réalité. Moi, je pense que ce rapprochement-là, ce qui motive le rapprochement, c'est principalement la recherche de contenir Ousmane Sonko. Moi, je le pense, vraiment. C'est en ligne de mire, la classe politique classique, n'est-ce pas, est consciente de la montée de Ousmane Sonko. Et comme pour faire référence au système et anti-système, là, c'est comme si le système est en train de faire un bloc contre l'anti-système. Moi, c'est la lecture que j'en ai. Et je pense que le principal rapprochement, et puis toutes les dynamiques, toutes les initiatives enclenchées par le président de la République militent dans ce sens-là. Et voilà, donc ce qu'il gagne, lui, personnellement, Idrissa Seck, c'est un rajeunissement, parce que n'oublions pas qu'au Sénégal, la politique aussi va avec les moyens. Donc là, on lui a ouvert une manne. Absolument. Et ça, il ne faut pas le nier, c'est la réalité. Vous savez, l'intérêt public, il y a l'intérêt du public et l'intérêt général. Actuellement, à mesure que l'intérêt du public se rapproche de l'intérêt général, on assiste à un épanouissement de la démocratie. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qui fait réussir en politique, c'est les moyens, principalement. N'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir le jour où on a sorti un peu la liste du gouvernement, sa maison ne désemplissait pas quand Absolument. Il faisait sa fameuse déclaration. Et malgré tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux et tout, mais il faut s'attendre à ce que à une massification de son parti. C'est sûr. Avec les ministres dont il dispose, lui-même qui s'empare, n'est-ce pas, d'une structure aussi juteuse, entre guillemets, mais il faut s'attendre à ce que... Donc, il gagne beaucoup de choses. Il gagne l'avenir pour préparer l'avenir de son parti, refonder les bases de son parti, massifier son parti, et puis se donner les moyens, n'est-ce pas, pour les prochaines échéances électorales. Mais cela veut dire donc il a beaucoup à gagner dans le rapprochement. Absolument, absolument. Malgré toutes les agitations qu'on voit et qui est souvent en décalage aussi avec la réalité du terrain, il a tout à gagner là-dedans. Maintenant, il lui reste quand même il a quand même à redorer le blason, parce que son image aussi en a porté un coup.
Et ça, je pense qu'il a la capacité, parce que quand même, n'oublions pas qu'Idy, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un quand même qui est pourvu de qualités politiques, d'instruments politiques, pouvant lui permettre, n'est-ce pas, de renverser la tendance du point de vue gestion de l'image. Donc ça, il a à le faire. Il vient d'en rater une occasion, il s'est enfoncé même, mais il va certainement aussi se rattraper dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Maintenant, il doit faire face aux frondeurs. En premier, Aminata Touré qui n'a pas encore dit son Justement, quelques heures après sa sortie, il y a une réaction de Aminata Touré, son prédécesseur au CES. Comment vous expliquez cette passe d'armes? Oui, Aminata Touré ne va pas donc laisser à Idrissa Seck l'initiative, hein, parce que la façon dont la dame a quitté juste au bout de quoi, un an et demi à la présidence, il dit qu'il vient lui chipper son fromage. Donc on peut comprendre son amertume, mais il faut reconnaître que Aminata Touré quand même est toujours allé au charbon pour le président Macky Sall depuis qu'il est là. À chaque fois, on se rappelle quand on déposait les listes des candidatures, les gens poignards qu'il y avait devant le Conseil constitutionnel, c'est elle qui était là-bas, à apporter un peu la réplique aux hommes, notamment son ami Malick Gakou. À l'époque, on se rappelle des images sur nos télévisions. Pour l'instant, c'est Aminata Touré qui est la plus visible. Mais qu'en est-il des autres qui sont qualifiés de caciques de la paire, qui ont été donc limogés au terme de ce remaniement ministériel? Pour l'instant, ils clament haut et fort qu'ils restent dans la paire, mais on sait qu'il y a des frustrations qui sont normales. Parce que quand vous allez vous donner corps et âme pour un combat, c'est vrai, on n'est pas éternellement ministre ni truc, mais bon, quand vous regardez un peu comment les choses ont changé du jour au lendemain, et que bon, vous vous retrouvez presque en simple militant, bon, les frustrations peuvent amener les autres peut-être à s'associer dans un front anti-Idy. Mais Aminata Touré, hors du pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut valoir? Mais c'est là où on saura ce qu'elle... Parce que quand même, elle est passée par AJ/PADS, qui est un parti qui a fait dans la clandestinité. Souvent, le PIT, la LD, c'est des gens, en termes de nombre, qui ne font pas le poids en termes de nombre, mais en termes de capacité de nuisance, ils sont terribles, ces partis-là. Il ne faut jamais les négliger. Demandez à Wade en 2000 le rôle que ces partis-là ont joué dans son accession au pouvoir, à l'alternance de 2000. Et donc... c'est quand on passe par ces partis-là, le président Macky Sall ne doit pas négliger. Il y a cette image qui lui colle à la peau, cette dame-là qui enfermait en prison les hommes, ça aussi dans notre société. Oui, mais bon, c'est un boulet qu'elle va traîner aussi. Hein. Elle est une femme politique. Je pense que c'est pas à nous de lui apprendre comment faire de la politique. À un certain moment, bon, on est en mission, donc. On est en mission commandée, il faut exécuter donc les ordres. Donc ça, je pense qu'elle peut bien remonter un peu cette pente-là, essayer de gommer cette image. Mais qui sait aussi, les retrouvailles avec le président Macky Sall sont toujours possibles parce qu'entre politiques, souvent, il ne faut jamais jurer de rien. Mais je dis, il faut s'attendre à un front anti-Idy au sein même de la paire. Parce que certainement, tous ces caciques-là ne vont pas dans la perspective où Macky Sall ne peut pas faire de troisième mandat, laisser Idrissa Seck leur ravir le fromage. Aminata Touré, qui d'ailleurs, Biram, a boudé la dernière rencontre du SEN, secrétariat exécutif de l'APR, présidé par Macky Sall lui-même. Logique selon certains observateurs. Est-ce à dire que Mimi Touré est maintenant en rupture de banc avec Macky Sall, avec l'APR? Non, elle joue toujours la carte. Elle joue la carte. Vous voyez, quand elle attaque Idrissa Seck, Mimi Touré est assez avisée pour savoir que Idrissa Seck, ce n'est pas sa cible. C'est une cible intermédiaire. C'est pas Idrissa Seck qui est à l'origine de son limogeage et autres. C'est Macky Sall. Mais elle joue encore la carte. Donc, elle ne peut pas directement attaquer Macky Sall au risque de tout perdre, de tout faire fondre.
Donc, elle va s'en prendre à Idrissa Seck, mais c'est une cible intermédiaire. Idrissa Seck, ce n'est qu'une cible intermédiaire. C'est un mécanisme de renchérissement. C'est-à-dire pour être là, pour occuper un temps soit peu l'espace, ne pas être oublié. Donc ça, c'est bien calculé. Mais Idrissa Seck, ce n'est pas son vis-à-vis. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est tout calculé. Maintenant, rupture de banc éventuelle. Bon, là, je pense que le président de la République, quand même, a les moyens de le mettre à l'écart, de la contenir, ça c'est certain. Et puis c'est pas quelqu'un comme Aly Ngouille ou comme Amadou Sall, qui a quand même une base lui permettant, n'est-ce pas, de faire, parce que tout est rapport de force. Est-ce que lui, elle, plutôt Mimi Touré, elle n'est pas bien outillée au regard d'une base politique, n'est-ce pas, dans un rapport de force éventuel. Mais, comme le dit Thior, et c'est quelqu'un quand même qui est assez outillé idéologiquement, entre guillemets, pour faire référence à son passé de gauche. Militante. Ouais. Là aussi, il faut ajouter qu'elle a commis des erreurs quand même dans son parcours avec Macky Sall. Moi, je pense qu'elle a voulu trop tôt être Premier ministre. Rappelez-vous, quand Abdoul Mbaye, elle a poussé presque Abdoul Mbaye vers la sortie, c'est une façon de parler. Je me suis dit, si elle n'était pas pressée, elle aurait pu manœuvrer avec Abdoul Mbaye, le président de la République, c'est lui qui choisit, jusqu'aux élections locales. Parce que vous savez, juste à un an des élections, elle a tout fait et on se rappelle un peu de son baptême de feu quand il y a eu cette rupture du tuyau de la SD qui venait de Keur Sarr. Donc, un an après, quand il y a eu ces élections locales où elle affrontait Khalifa Sall, on a vu les résultats. Elle a quitté la primature. Alors que elle aurait pu attendre jusqu'aux élections locales. Et là, elle était en pole position parce qu'elle était super ministre de la Justice à l'époque. Vous vous rappelez un peu de tous ces gens qu'elle a enfermés, entre guillemets. Donc, à partir de ces élections locales-là, migrer vers la primature et peut-être, qui sait, elle aurait pu rester Premier ministre jusqu'à ce jour. Donc, tout ça, c'est quelque peu pressé. Mais ça c'est aussi la carrière politique. Quand souvent, on veut aller trop vite, mais en accélérant la cadence, ce qui était son credo, malheureusement, on voit les résultats aujourd'hui pour elle. Pendant qu'elle brillait, d'ailleurs, par son absence à cette rencontre, d'autres responsables du parti, limogés récemment, juré loyauté et fidélité à Macky Sall. Vous croyez que ce compagnonnage va encore perdurer, surtout que ceux-là sont accusés à tort ou à raison de lorgner le fauteuil. De lorgner le fauteuil. Les prochains mois nous édifieront parce que normalement les élections locales sont prévues l'année en 2021 et que ces caciques-là, il y en a qui sont des maires, il y en a qui lorgnent la mairie de grandes villes. Donc, on sera édifié pour savoir un peu réellement si ces discours-là qui sont en train de tenir présentement va prospérer. Mais vous savez aussi, Ndiaye le disait tout à l'heure, M. Ndiaye, quand on n'est plus ministre, on a plus un peu, tous ces moyens financiers qui permettent d'entretenir certainement une clientèle politique. Tout ça joue. Est-ce qu'ils vont continuer à pouvoir peut-être entretenir leur base pour certainement peser de lourds poids? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, pour ce qui est de ces gens-là, les frustrations sont réelles, là, il faut le dire. C'est la façon dont ils sont partis. Parce que, quelque part, ils ne s'y attendaient pas, même si c'était possible, parce que c'est le président qui décide en dernier ressort. Mais partir un peu dans ces conditions-là, ils sont très frustrés. Pour l'instant, ils peuvent dire oui, nous restons au sein de la paire, mais en ruminant leur colère. Biram, ces responsables-là, limogés, vous croyez qu'ils vont encore rester... Mais ça aussi, c'est vraiment une manifestation de génie. Parce que de toute façon, à la paire, on allait assister à des frustrations, à des fissures. Ne serait-ce que pour succéder à Macky Sall, il y aurait forcément des fissures. Donc là, c'est comme si le chef de parti, Macky Sall, anticipe sur les fissures-là en les mettant tous sur la même longueur d'onde. Donc là, en les
écartant tous en même temps, n'est-ce pas, de l'espace du pouvoir, n'est-ce pas, il prévient, c'est comme s'il prévenait, n'est-ce pas, ces fissures-là, ces sources de démobilisation. Donc, oui, ils peuvent être là, mais de toute façon, même s'ils restent dans la mouvance présidentielle, ben, il y en aura certainement qui vont prêter le flanc à un moment ou à un autre. Mais maintenant, ceux d'entre eux qui ont des ambitions présidentielles, c'est le moment, oui, de prendre ses responsabilités aussi. Ça, ils peuvent remercier le président Macky Sall de prendre cette décision-là, parce qu'on ne conquiert pas un pouvoir en un an. Lui, il est parti de 2008, donc on est en 2020. Donc, s'ils sont courageux, ils n'ont pas vraiment le courage à demain, parce que la politique, c'est des ambitions. Ils veulent être à la place de Macky Sall, autant s'afficher maintenant et le dire clairement et y aller. Oui, mais comme Mimi Touré, qu'est-ce qu'ils valent aussi hors de l'appareil d'État? Et ils bouleversent leur agenda en les sortant à la surprise générale. Oui, à la surprise, oui. Ils bouleversent leur agenda. L'agenda, non, mais ils bouleversent l'agenda de tous les ambitieux qui avaient en ligne de mire, qui se préparaient pour lui succéder. Donc là, il les affaiblit en même temps. Merci Biram Waltako Ndiaye, diplômé en journalisme à l'Université de Montréal au Canada, et Mamadou Thior, journaliste, analyste politique, diplômé aussi de l'Institut mondial de la presse basé aux États-Unis. Merci d'avoir suivi Remue Ménage. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la mise en onde. Tout de suite, le flash avec El Hadji Ndiogou Diène. Merci et bonne journée à toutes et à tous.